précis. L'incidence de face et de profil donc, vont permettre de voir l'aspect des cavités cardiaques sur le profil, sur le profil et sur la face, les cavités cardiaques gauche et droite, mais également les obliques antérieurs à 30 degrés et les obliques antérieurs gauche à 60 degrés aussi vont nous permettre d'une part de dérouler la crosse aortique, mais d'autre part de mieux voir l'œsophage qui va amputer. L'œsophage, en fait, on va essayer vraiment de mettre en évidence la masse cardiaque qui aura un aspect triangulaire et qui va être un tout petit peu isolé ou bien déroulé de l'œsophage. Donc, cette incidence OAD a un intérêt vraiment capital. Donc, quels sont les résultats de la radiographie? Hier, on avait vu les différentes tonalités. On a les tonalités calciques, la tonalité hydrique, la tonalité gazeuse et aussi la tonalité aérique, graisseuse et aérique, excusez-moi. Et devant une radiographie standard, il est important d'adopter une lecture vraiment bien systématisée. La méthode de lecture va vous permettre vraiment de ne pas oublier certaines lésions. Donc, elle se fera de façon circoncentrique, soit on peut commencer du centre vers la périphérie, ou de la périphérie vers le centre. Donc, il est important d'abord d'identifier le patient, son âge, la date de réalisation de la radiographie pour un comparatif ou un suivi. Donc, et l'étude des parties molles, là, en partant de la paroi, le revêtement cutané et les structures osseuses, mais également le diaphragme et les zones de réflexion pleurale. L'étude du contenu en commençant d'abord par le médiastin, le cœur, les bronches et les îles. Cette méthode de lecture est différente du grand enfant et du sujet, et du petit, et du nouveau-né et du nourrisson. Excusez-moi. Donc, si on commence de la périphérie vers le centre, on doit d'abord étudier les parties molles. Les parties molles, à savoir, ici, nous avons les parties molles qui correspondent aux projections des muscles sternocléidomastoïdiens, le creux axillaire, nous avons les lignes axillaires et éventuellement les glandes mammaires. C'est important. Pourquoi ici, si on a un épaississement de ces parties molles, on peut penser à la présence d'adénopathie latéro-cervicale. Mais également si on a un comblement au niveau des creux susclaviculaires. La même chose au niveau des creux axillaires, on peut avoir aussi une opacité localisée au niveau de ces creux qui peuvent entraîner une déformation de ces creux, donc traduisant l'existence d'adénopathie. Attention, les glandes mammaires, il faut avoir l'habitude de les identifier parce qu'il ne faut pas prendre une glande mammaire, c'est-à-dire un mamelon, pour un nodule pulmonaire dans le cadre probablement d'une localisation, de recherche de localisation secondaire. Le squelette osseux, il faut d'abord mettre l'accent sur les clavicules, surtout les têtes humérales, l'omoplate, les côtes, tout en étant systématique, en analysant l'arc postérieur, l'arc moyen et l'arc antérieur. C'est important de pouvoir les identifier sur une radiographie standard, mais également le rachis, le sternum qui n'est pas bien étudié sur une incidence de face, mais également sur une incidence de profil. Il y a une incidence dédiée pour rechercher une anomalie, surtout chez les enfants, une anomalie de segmentation du sternum qui peut orienter vers une aneuploïdie. Le diaphragme, il est important aussi de pouvoir les suivre. Normalement, les diaphragmes doivent être bien tendus, normaux et réguliers. Et à droite, entre la poche aérogastrique et le diaphragme, ça ne doit pas dépasser 2 cm. Parce que quand ça dépasse 2 cm, cela suppose qu'il y a en fait quelque chose qui s'est interposé entre la grande tubérosité gastrique et le diaphragme.
Donc là, il faudra demander une imagerie complémentaire, le plus souvent le scanner pour rechercher des collections sous-phréniques. La plèvre, normalement, la plèvre n'est pas individualisée, mais lorsque la plèvre s'épaissit, on peut les retrouver sur une radiographie de face. Et les régions où la plèvre peut être identifiée de façon aisée à la radiographie standard, ce sont essentiellement les apex. Ici, on peut retrouver un épaississement de l'apex du poumon, c'est-à-dire qui correspond à un épaississement pariétal. Mais par contre, aussi au niveau des cul-de-sac, en cas de comblement, donc on peut retrouver d'abord un épanchement lorsqu'on retrouve un effacement de ces coupoles costodiaphragmatiques. Les lobes pulmonaires, important parce que sur la radiographie de face, le lobe supérieur et le lobe moyen et inférieur vont se superposer. Mais ils vont se superposer. C'est en fait, je vous ai dit que la radiographie standard est une radiographie de projection, donc ça va projeter un volume sur une surface plane. Donc vous conviendrez mieux avec moi que ces structures étant dans le même plan, étant dans la même position, vont se superposer. Mais ce qui est sûr et certain, une lésion qui siège au niveau de l'apex siège exclusivement au niveau du lobe supérieur et non pas au niveau du lobe moyen, encore au niveau du lobe inférieur. Donc, sur le profil, on peut identifier le lobe moyen, facilement identifiable, et surtout le lobe inférieur. Le lobe inférieur qui peut être à droite comme à gauche. Donc, on peut les identifier de façon aisée, mais là, lorsque ces lobes sont atteints, surtout en cas de condensation ou en cas d'atélectasie. Donc là, c'est les différentes lobes. Vous voyez ici la projection. Donc, il y en a une superposition du lobe inférieur, du lobe moyen et du lobe supérieur. Vous voyez donc une image se projetant au-dessus de la petite suture n'est pas égale, en fait, n'est pas synonyme, en fait, ne siège pas forcément au niveau du lobe moyen ou au niveau du lobe supérieur, étant donné que ces deux structures sont superposées. Il est important de le savoir. Seul le scanner permettra de faire un diagnostic topographique qui est beaucoup plus précis. Le parenchyme pulmonaire, il y a des éléments très importants à reconnaître, surtout les bronches. Les bronches, ce sont quand la bronche est traversée de façon frontale par un faisceau de rayons X, la bronche va se présenter sous forme d'une image arrondie, c'est-à-dire une clarté qui est arrondie, qui est cernée par un fin liseré régulier. Et au contact, on a une image qui est opaque, qui correspond à une structure vasculaire qui lui est satellite. Donc, ici, on parvient à identifier une branche. Là aussi, une branche, mais de façon tellement difficile. Rarement, lorsque la branche, les rayons sont tangents à la surface de la branche, l'aspect peut donner une image, un rail. Une image, un rail n'est pas synonyme vraiment d'un syndrome bronchique. Ce n'est rien d'autre que la visualisation d'une structure bronchique qui est vue de façon vraiment tangentielle par rapport aux rayons X. Mais en cas d'épaississement, on verra qu'il y a une réduction considérable de la lumière. Donc, il est important de pouvoir identifier ces structures. Et pour la silhouette cardiaque, c'est juste un rappel anatomique, hein, c'est un prérequis. On sait que le bord droit du médiastin est veineux et le bord gauche est vraiment artériel. Donc, le bord droit, au niveau, on a deux arcs, l'arc inférieur et l'arc supérieur. L'arc supérieur qui va correspondre au tronc veineux brachiocéphalique droite et ou à la veine cave supérieure. Donc, ce sont des structures qui sont vraiment difficiles à identifier. Mais par contre, l'arc